Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Dr Moulay Mohamed Laghlaf reconduit dans ses fonctions de Premier ministre suite à un décret présidentiel et le président de la République le charge de former le prochain gouvernement. Visite inopinée du président de la République dans les centres hospitaliers nationaux et d'oncologie et appelle le personnel médical à accorder un grand intérêt aux malades. À Nouadhibou, les populations organisent une marche pour exprimer leur fierté suite à l'élection du président de la République à la tête de l'Union africaine. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Mais avant le développement de ces titres, l'appel téléphonique que le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a reçu de son homologue du Niger, le président Mahamadou Issoufou. Les deux présidents se sont entretenus des relations bilatérales et des questions d'intérêt commun. Je vous le disais en titre, la présidence de la République a rendu public ce soir un communiqué dont voici l'intitulé. Par décret en date de ce jour est nommé Premier ministre Dr Moulay Mohamed Laghlaf. La présidence a également rendu public un autre communiqué, je cite, par décret en date de ce jour est nommé ministre secrétaire général à la présidence, M. Dia Mokhtar Malal. Plus tôt dans la journée, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, avait reçu Dr Moulay Mohamed Laghlaf, Premier ministre démissionnaire, qu'il a chargé de former le nouveau gouvernement. À l'issue de l'audience, le nouveau Premier ministre a fait la déclaration suivante. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence le Président de la République, qui m'a honoré en me désignant Premier ministre. À cette occasion, je lui présente toute ma reconnaissance et ma gratitude. Je ferai tout pour être à la hauteur de cette confiance. Il m'a demandé de former un gouvernement dans les plus brefs délais, un gouvernement qui répond de mieux et de plus aux aspirations de notre peuple en matière d'accès aux services de base, d'emploi et de sécurité alimentaire. Merci. Ce matin, le président de la République a effectué une visite inopinée au Centre national d'oncologie. M. Mohamed Abdelaziz a visité les différents pavillons de ce centre et s'est enquis sur la nature des prestations présentées aux patients ainsi que sur le niveau d'avancement des travaux d'extension de cette structure sanitaire. Compte rendu d'Aminata Khan. S'informer sur les prestations et l'accueil dont bénéficient les malades qui sont hospitalisés au Centre national de l'oncologie, tel est le but de la visite du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. Visite qui a permis au chef de l'État de se rendre dans les différents pavillons du centre. Ici, dans la salle d'hospitalisation, le chef de l'État écoute les plaintes des patients et la nature des prestations qui leur sont offertes. Le chef de l'État s'est également informé sur les coûts des prestations dont supportent les malades, surtout ceux qui proviennent des quartiers les plus démunis, des réductions et des prises en charge. Ensuite, le président a visité les travaux d'extension que connaît la structure et l'état d'avancement de ces derniers. Cette extension va augmenter la capacité d'accueil de cette structure sanitaire. Signalons qu'actuellement, le centre est d'une capacité d'absorption de 40 lits et fournit des traitements contre les tumeurs malignes en utilisant des techniques de pointe. Autre structure sanitaire visitée aujourd'hui par le président de la République, le centre hospitalier national. Là aussi, il était question pour M. Mohamed Abdelaziz de s'informer sur les prestations fournies aux usagers de l'hôpital national, notamment au niveau du service des urgences, qui a représenté la première étape de cette visite inopinée. Rabia Adeda a suivi le parcours du président de la République dans le CNH. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a effectué une visite inopinée au centre hospitalier national. Une visite qui a pour but de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux que connaît cette structure sanitaire. Une structure sanitaire qui figure parmi les plus anciennes du pays. Il a entamé sa visite par les services des urgences, suivi de celui des laboratoires. Lors de sa visite dans les différents services de l'hôpital, le chef de l'État a pu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réfection et d'extension que connaît l'hôpital national.
nationale. Au cours de sa visite, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a reçu des explications techniques sur la nature des travaux que connaît cette structure sanitaire. Des explications fournies par les responsables du suivi des travaux. Durant toute la visite, le président de la République a insisté sur l'importance du respect des normes de construction pour pouvoir, dans les meilleurs délais, assurer un service de qualité aux citoyens. La visite du président de la République a été l'occasion pour les citoyens de poser les différents problèmes qu'ils rencontrent. Cet homme nous confie que la Mauritanie n'a jamais connu un président comme Mohamed Abdelaziz, que beaucoup de choses ont été accomplies, mais qu'il manque encore beaucoup de choses dans le domaine de la santé. J'avais un malade depuis lundi passé, je suis là. Il n'a pas encore opéré. On est tellement fatigué pour les ordonnances là. Regardez-moi ça. Chaque jour, on a des fils comme ça là, on ne sait pas là où on va partir là. On est tellement fatigué. S'il y a une autre solution, il va nous aider. Il va aller faire ça. Cette femme nous dit que c'est le seul président qui vient parler aux populations et qui n'ont rien à reprocher au président et qu'elle le remercie. Le chef de l'État, M. Mohamed Abdelaziz, a pris en considération les problèmes et remarques posés par les citoyens et il a donné des instructions aux responsables du ministère de la Santé et aux responsables du centre hospitalier national en particulier de répondre convenablement et rapidement aux besoins des populations. À sa sortie de cette visite, le président de la République a trouvé devant lui le père de l'enfant Baba Sidati qui lui a exprimé ses remerciements pour avoir pris totalement en charge l'évacuation depuis Walata et les soins de son enfant jusqu'à sa guérison. Malika Nakli a suivi pour nous cette rencontre. Le jeune Sidati et son père figurent au sein de très nombreuses personnes désireuses de voir le président de la République et le remercier de l'attention particulière qui a permis aux jeunes impotents depuis des années de pouvoir remarcher à nouveau. Je ne pouvais pas marcher et mon père est pauvre et il n'avait pas les moyens de payer mes soins. Le président de la République m'a pris en charge depuis Walata et fait soigner. Je suis guérie. Ils m'ont fait toute une batterie d'analyses et d'examens médicaux. Je voudrais remercier du fond du cœur le président de la République de pouvoir enfin avoir une vie normale. C'est à Walata, lors du Festival des villes anciennes, que le président de la République a pris en charge le jeune et sa famille qui ne pouvaient pas faire face aux coûts inhérents à cette lourde pathologie, mettant ainsi fin au calvaire enduré par le jeune. Je remercie le président de la République. J'étais désespérée quant à l'état de santé de mon fils, jusqu'à ma rencontre avec le président de la République à Walata. Sidati était malade. Cela faisait 3 ans qu'il ne pouvait pas marcher ni bouger, et ce, avec un père pauvre sans ressources. Le président de la République l'a fait transporter en voiture jusqu'à Néma, d'où il est parti sur Nouakchott dans l'avion présidentiel. Sidati est maintenant guéri grâce à une prise en charge totale du président de la République. Ce geste du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, témoigne, ses besoins étaient, de l'intérêt qu'il accorde aux populations de manière générale et plus particulièrement aux franges sensibles de la population. Je le disais en titre, les populations de Dakhlet Nouadhibou ont organisé un défilé motorisé au cours duquel elles ont exprimé leur fierté suite à l'élection du président de la République comme président en exercice de l'Union africaine. Le défilé qui a emprunté les principaux axes de la ville était l'occasion pour les citoyens, toutes catégories confondues, de scander des slogans qui mettent en exergue le rôle pionnier joué par le président de la République dans la résolution des conflits en Afrique, ainsi que la place dont jouit désormais la Mauritanie sur la scène internationale. L'ensemble des instances de la nouvelle Assemblée nationale sont désormais en place, notamment les groupes et les commissions spécialisées. La nouvelle Assemblée nationale est élue pour les 5 années à venir et le fruit du dialogue national ayant abouti à l'organisation des élections législatives de novembre et décembre dernier. Wakar Bailapa. L'Assemblée nationale est la chambre basse du Parlement. Elle est l'aboutissement du dialogue national entre la majorité présidentielle et quelques partis de la coordination de l'opposition démocratique. Élu récemment au perchoir, le nouveau président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Boilil, aura à diriger une chambre de 147 députés, dont 74 viennent de l'Union pour la République IPR, et avec ses alliés constitués d'une douzaine de partis,
La majorité présidentielle totalise 108 sièges. L'opposition, quant à elle, obtient 36 sièges. Il existe une loi organique qui fixe les conditions de l'élection du député, leur nombre, leur indemnité, les conditions d'éligibilité. Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élus les remplaçants des députés jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'Assemblée. La nouvelle Assemblée intervient au moment où le processus électoral vient d'être parachevé avec la mise en place des instances représentatives locales et nationales du peuple mauritanien dans un cadre de concertation. Autant de facteurs qui doivent guider les 147 députés de l'Assemblée nationale à servir le pays pour en générer la renaissance, le développement et la prospérité. Direction à présent la wilaya du Trarza et précisément la ville d'Erkiz où le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire vient de séjourner. Monsieur Baya Bokar a donné dans cette ville le coup d'envoi de 4 projets. Mohamed Emil Bakar. 2 tours de main de tourelle entre le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Baya Bokar, et le maire d'Erkiz, Mohamed Ould Abdallah Salm Ould Ahmed Doua. Et voilà la première pierre de ce qui sera dans quelques mois les bureaux de la Muqata'a et le logement du Hakem bien installés dans le béton. De nouveaux édifices publics qui seront érigés là aussi en lieu et place des anciens bâtiments administratifs, les premiers également construits par l'État depuis l'indépendance dans cette Muqata'a qui renferme une forte population. Là aussi, et à l'instar d'autres Muqata'a qui ont déjà bénéficié de ce vaste programme axé essentiellement sur l'édification de bâtiments administratifs, au profit de l'administration territoriale, l'État entend marquer sa présence et sa souveraineté. Le passage du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire à Erkiz s'est aussi soldé par le lancement d'un autre projet non moins important. Il s'agit de la construction d'un centre de santé de type A, le premier du genre dans le chef-lieu de la Muqata'a d'Erkiz. L'ancien centre de santé, vieux de plusieurs décennies, outre son aspect vétuste, ne répond pas aux normes d'une structure sanitaire. Le ministre de l'Habitat a également annoncé à l'occasion de la pose de la première pierre de la future infrastructure sanitaire la construction d'un poste de santé à Gani, localité relevant de la commune de Tekan, avant de souligner la portée de toutes ces réalisations. Ici, ce matin, dans la ville d'Erkiz, dans cette grande et belle Muqata'a de notre pays, une des populaires, nous lançons 4 projets le même jour. Je fais appel à la mémoire des Mauritaniens pour qu'ils vérifient les livres pour voir si ça s'est déjà passé avant. Il me semble que c'est un cas unique. Nous avons posé la première pierre à la fois des bureaux et de résidences du Hakem, mais aussi du centre de santé de la ville d'Erkiz, mais aussi d'un autre poste de santé dans la commune de Tekan, à Gani exactement. Donc ça fait 4 projets le même jour qui dénotent d'une politique d'ensemble, d'une politique équitable, équilibrée entre toutes les Muqata'a de notre pays qui doivent relever leur niveau d'équipement. Et dans les secteurs essentiels, c'est la santé, c'est le secteur scolaire, c'est les bâtiments administratifs, les symboles de l'État. Ceci dénote aussi la préoccupation du président de la République que les populations se sentent concernées par leur pays, par leur nation. Le patriotisme est une valeur qu'on doit cultiver. Et ce que fait le président de la République permet de développer chez tous les Mauritaniens la notion d'appartenance à un pays, d'appartenance à une nation. Que chaque Mauritanien, kul muwatin, peu importe là où il se trouve, qu'il se trouve à Erkiz, à Birmougrain, à Oualata, ait accès au même niveau de service de l'État. L'État est partout. C'est le retour de l'État. C'est ça le sens de la politique de son Excellence, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, que nous illustrons ce matin par ces importants investissements de façon notoire, plusieurs centaines de millions de guias qui commencent dans cette Muqata'a ce matin. Lui succédant, le maire d'Erkiz a d'abord remercié le président de la République et à travers lui le gouvernement pour la réalisation de ces projets bénéfiques à la fois à la population et à la Muqata'a. Il a fait remarquer que le centre de santé dont la première pierre vient d'être posée par le ministre de l'Habitat constitue la première structure du genre dans la Muqata'a et aura des impacts très positifs sur l'amélioration des conditions sanitaires des populations. Sans compter, a-t-il dit, que les nouveaux édifices donneront une nouvelle image à la ville d'Erkiz. Des réalisations qui réconfortent surtout les citoyens d'Erkiz et de la Muqata'a en général, à l'image de cet homme qui affirme
que la Muqata'a a bénéficié d'un ensemble de projets dans divers domaines, remerciant au passage le président de la République pour toutes ces réalisations qui ont englobé tout le pays. Démarrage aujourd'hui à Nouakchott d'un atelier consacré à la promotion des opérations de recrutement dans notre pays. La rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts visant à garantir la transparence des recrutements dans les services publics. Moussa Ndiaye. Cet atelier vise à renforcer les partenariats entre les deux secteurs privés et publics en vue de trouver des solutions aux différents problèmes que rencontrent les recruteurs du secteur en Mauritanie. Prenant la parole au nom du département de l'emploi, de la formation professionnelle et des technologies nouvelles, M. Al-Hassan Ouredaoud, directeur de l'emploi, a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts du département de l'emploi à travers la politique du gouvernement pour répondre aux doléances des employés et employeurs du secteur public et privé. Organisé par les bureaux d'études techniques et d'assistance Beta Conseil, en collaboration avec Sigmund France, les résultats de cet atelier vont sans nul doute apporter de nouvelles techniques au recrutement dans notre pays. Regrouper une très grande partie de l'élite des responsables RH dans notre pays, avec tout ce que ça représente comme compétences nationales et internationales dans ce secteur, est un privilège pour nous et une fierté. Notre souci à Sigmund International et à Beta est de vous accompagner et de vous présenter des solutions fiables, évolutives et pratiques, et qui vous permettront, nous espérons, de vous assister dans votre noble fonction d'RH et aussi participer au renforcement des compétences des entreprises mauritaniennes. Au programme de cette rencontre, sur comment restructurer le secteur de l'emploi, plusieurs thèmes ont été abordés par les participants. Aussi, un exposé sur l'application de gestion des CV et des candidatures a été présenté par les chargés de recrutement au bureau Beta Conseil. Quant à l'exposé de Sigmund France, il a été présenté par le directeur de cette structure, M. Laurent Swartz, sur l'application test fichotechnique. Retour dans la capitale économique, cette fois-ci pour parler de cette subvention accordée par le ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille aux coopératives féminines. Il s'agit de 15 millions d'ouguiyas destinés à aider les bénéficiaires à développer leurs activités. Babacar Ndiaye. Bonne nouvelle pour quelques 700 coopératives féminines de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Un peu plus de 15 millions d'ouguiyas, c'est le montant qu'ils ont reçu du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Un appui qui s'inscrit dans le cadre de l'autonomisation des femmes qui s'activent notamment dans le domaine de l'agriculture et de l'artisanat. Nous espérons que cette subvention sera utilisée à bon escient et régénérera vos activités respectives, a affirmé le wali de Dakhlet Nouadhibou. En cette période où la ville de Nouadhibou connaît un développement sans précédent avec notamment la création de la zone franche, il est plus que nécessaire de former des fédérations féminines communautaires pour éviter la dispersion des efforts déployés par l'État. Ces femmes qui viennent de bénéficier de cet appui ont salué les efforts déployés par les pouvoirs publics pour renforcer le rôle des femmes dans l'économie nationale. Notons que les 15 millions d'ouguiyas qu'elles ont reçus rentrent dans le cadre d'un fonds de 300 millions d'ouguiyas destiné à appuyer les coopératives féminines du pays. Retour de nouveau à Nouakchott pour parler de la validation du guide de sanctions dans le domaine des marchés publics, objet ce matin d'un atelier. L'autorité de régulation des marchés publics entend mettre à contribution ce document pour régler les conflits au sein des marchés publics. Memouna Selk. La validation du guide pratique des soumissionnaires aux marchés publics et des sanctions qui peuvent être prises à leur encontre, c'était le thème de l'atelier organisé ce matin à Nouakchott par l'autorité de régulation des marchés publics. Le guide prévoit tout d'abord un certain nombre de sanctions à l'égard des personnes qui n'ont pas respecté les procédures de passation et d'exécution et de contrôle des marchés publics, et ensuite destiné aussi à prévoir les procédures aussi bien devant la commission disciplinaire et les tribunaux pour engager une poursuite devant les personnes coupables d'infractions à l'égard des dispositions du Code des marchés publics.
Lors de la cérémonie d'ouverture de cette rencontre, le président de l'autorité des marchés publics, M. Ahmed Salem Ould-Tabbar, a expliqué l'importance de l'édition d'un tel guide qui a pour vocation de consigner l'ensemble des règles de procédures administratives et contentieuses relatives aux marchés publics, tout en restant un outil de travail pratique et facile d'utilisation. Cette action, qui rentre dans le cadre de la mise en place de la nouvelle réglementation des marchés publics, a pour objectif de renforcer la transparence de la commande publique, d'accroître l'efficacité de la dépense publique et de prévenir la corruption. Il a ensuite rappelé que la violation d'une disposition du Code des marchés publics ou d'autres textes relatifs à la commande publique pouvait constituer une infraction pénale et une faute professionnelle passible de sanctions disciplinaires et ou pénales. Il a enfin adressé ses vifs remerciements au programme de bonne gouvernance de la GIZ qui contribue à la publication du guide. La rencontre de validation a regroupé tous les intervenants concernés par la réglementation en matière d'attribution et d'exécution des marchés publics, à savoir les magistrats, les membres de la Cour des comptes, les avocats, la commission disciplinaire de l'autorité de régulation des marchés publics. Rappelons que cette dernière a déjà eu à se prononcer sur 42 cas de violation des procédures des marchés publics dans le pays. La Banque africaine de développement, en collaboration avec le réseau africain des journalistes de l'environnement, organisé ce matin à Nouakchott une rencontre de sensibilisation autour des voies et méthodes du recours relatif aux dommages qui pourraient survenir de l'exécution par la banque de projets au service des populations. Les participants à cette rencontre ont pu suivre un exposé sur les mécanismes permettant aux victimes de bénéficier de dommages et intérêts auprès de l'instance relevant de la banque. Cette instance a été créée pour permettre aux victimes des projets financés par le groupe de la Banque africaine de développement de présenter des demandes pour permettre à cette dernière d'entreprendre les démarches nécessaires. Et nous clôturons ce journal par un coup de projecteur sur les boîtes de conserve et leurs impacts sur les consommateurs. Ces boîtes de conserve qu'on retrouve un peu partout dans les marchés causent parfois des préjudices aux personnes qui ont recours et qui parfois ne prennent pas le temps de se renseigner sur leur date de péremption. Mohamed Abdallah Ilab a enquêté sur le sujet. Qui parmi nous ne connaît pas cet embouteillage au cœur du marché Rizq en centre-ville? Là, les passants peuvent se heurter parfois face aux amas de conserves exposés sous le soleil et au bord de la rue. En fait, le citoyen n'est pas seulement inquiet des conditions d'exposition, mais il est aussi et surtout inquiet pour la qualité de ces aliments et la conformité des dates d'expiration. Ces boîtes de conserve sont-elles originales ou falsifiées? C'est la question que posent plusieurs consommateurs en arrivant ici au marché. Je regarde la date d'expiration, mais le problème, ce n'est pas la date. Parce qu'on a vu des gens ou des boutiquiers ou des grossistes qui amènent et qui changent la date. Mais le problème en est que c'est l'ignorance. Il y a des gens, surtout en Mauritanie, il y a des gens qui ne savent pas lire ni écrire. Selon cette consommatrice, elle n'achète plus de conserves. Toute la famille boycotte ce genre de marchandises puisqu'ils n'en ont guère confiance. Ils mangent uniquement de leur cuisine. Quant aux commerçants, ils s'efforcent de dissiper les craintes et les doutes de la population. Les grossistes en particulier insistent sur le fait que le marché est soumis à des lois strictes et que les stocks ne durent pas longtemps. D'après les gérants de ces magasins, les importateurs sont bien connus par l'ensemble des fournisseurs, de même pour les grossistes. Il s'agit selon lui d'une famille dont les membres sont généralement honnêtes et patriotes, donc pas raison d'être méfiants, car les malfaiteurs sont étrangers au marché et ils sont souvent repérables rapidement. De leur côté, les autorités publiques semblent acharnées dans leur lutte contre la contrefaçon et les falsificateurs de conserves. Depuis quelques années, on constate une mobilisation de certaines équipes de contrôle à travers les marchés locaux. Résultat, la confiscation de grandes quantités de conserves et de marchandises de tout genre. Par la suite, la direction de la concurrence, de la protection du consommateur et de la répression des fraudes a organisé des cérémonies d'incinération des marchandises confisquées. Pour les premiers responsables de cette direction relevant du ministère du Commerce et de l'Industrie, Qasem Ould Sidi, le travail des équipes est fructueux
Les contrôleurs font la saisie périodiquement des boîtes de conserve trafiquées et ils rédigent des procès judiciaires contre les falsificateurs pour qu'ils soient enfin traduits devant la justice. Ils pensent que les contrôleurs sont expérimentés et jouissent également de la qualité des agents assermentés. En attendant que ces efforts portent leurs fruits d'une façon efficace et générale, une question demeure cependant présente à l'esprit de plusieurs observateurs. Quand est-ce que le pays sera capable de produire l'ensemble de ses besoins en conserve localement et avec une main-d'œuvre nationale? Voici, mesdames et messieurs, à présent le rappel des titres. Dr Moulay Mohamed Laqdaf reconduit dans ses fonctions de Premier ministre suite à un décret présidentiel et le président de la République le charge de former le prochain gouvernement. Visite inopinée du président de la République dans les centres hospitaliers nationaux et d'oncologie et appelle le personnel médical à accorder un grand intérêt aux malades. À Nouadhibou, les populations organisent une marche pour exprimer leur fierté suite à l'élection du président de la République à la tête de l'Union africaine. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur la TVN.